La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse vient de publier aujourd'hui un communiqué où vous constatez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'accord. Ben, écoutez, ce que le rapport révèle, c'est comme vous avez pu vous en rendre compte, il porte spécifiquement sur les minorités visibles. Donc, c'est un rapport annuel, donc pour contextualiser un peu, parce que la Commission a pris sur elle donc la responsabilité de rendre public un rapport annuel par groupe visé. En matière d'accès à l'égalité en emploi et bien entendu sous l'égide de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. Le premier rapport portait sur les personnes handicapées. Donc, dans la série de rapports annuels, ce rapport spécifiquement porte sur les minorités visibles. Le constat est le suivant, le constat général, c'est vraiment le constat d'une augmentation de la représentation des minorités visibles dans certains emplois. C'est-à-dire, dans certains corps d'emploi, il reste encore, bien entendu, énormément de travail à faire. Et ce que on souhaite aussi mettre en exergue, c'est que il existe encore des obstacles et une attention particulière doit être portée sur les postes de gestion, les postes de direction, les postes de cadre, c'est-à-dire là, les corps décisionnels qui sont encore sous-représentés par les membres des minorités visibles. Donc, les corps décisionnels des organismes assujettis à la loi sont encore relativement homogènes et cela, la Commission tenait à le soulever parce que c'est un réel problème et on constate également qu'il existe encore, qu'il y a la persistance de multiples stéréotypes et préjugés qui sont encore véhiculés et qui peuvent avoir des impacts justement non seulement à l'embauche, mais surtout lorsque vient le moment, par exemple, de gravir les échelons au sein d'un organisme assujetti à la loi. Donc, cela dit, en d'autres mots, plus nous montons dans la hiérarchie des organismes publics et plus on constate une certaine homogénéité. Donc, les corps d'emploi ne reflètent pas la diversité sociétale. Définitivement. Et ça, pour... Oui, je vous écoute. Allez-y. Et cela, la Commission vraiment tenait à bien faire comprendre cet élément parce que la loi sur l'accès à l'égalité vise non seulement la représentativité, donc l'entrée, l'embauche, mais également la progression en emploi. Et ça, souvent, on occulte cette dimension-là de la loi. Il faut aussi s'assurer qu'il y ait une progression en emploi, mais que les gens qui occupent des postes au sein des organismes puissent avoir des opportunités aussi pour gravir les échelons et occuper des postes supérieurs au sein de ces organismes. OK. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Est-ce qu'il y a des institutions particulièrement où il y a eu des petites avancées et d'autres, il n'y en a pas assez ou il n'y en a pas du tout? Ben, comme je le mentionnais, les postes décisionnels, ben là, clairement, il y a déficit de représentation des minorités visibles. Et je pourrais en dire autant pour tous les autres membres, en fait, pour tous les autres groupes visés par la loi, mais étant donné que ça porte plus spécifiquement sur les minorités visibles, donc cet aspect-là, nous tenions vraiment à soulever cet enjeu qui nous apparaît vraiment important. Pour ce qui a trait aux données spécifiquement, vous voyez, il y a plus de 335 organismes qui sont assujettis à la loi. Absolument. Maintenant, vous avez quand même fait aussi des recommandations, une douzaine si j'ai bien compris. Quelles sont les principales? D'accord. Ben, écoutez, il y a la recommandation numéro 1 où la Commission recommande, par exemple, que le gouvernement élabore une politique de lutte contre le racisme et la discrimination systémique qui tient compte des réalités particulières que vivent les personnes racisées et les personnes immigrantes. Et je vous dirais aussi la Commission, la recommandation 2, qui se lit comme suit. La Commission recommande que les organismes publics lèvent les obstacles systémiques aux effets discriminatoires entravant la reconnaissance, par exemple, des diplômes et de l'expérience professionnelle acquis dans le pays d'origine ou de provenance des personnes immigrantes.
Là, je parle vraiment des personnes immigrantes, comme vous le savez, les minorités visibles, les minorités racisées, les communautés noires, compte tenu aussi que nous sommes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. C'est pas toujours une histoire qui réfère à l'immigration, parce que dans le cas de minorités visibles, on parle aussi de deuxième, troisième, quatrième génération issue de l'immigration, donc des gens qui sont nés ici, qui ont été scolarisés ici, donc deux problématiques différentes. Et la question de la discrimination, elle est au cœur de la sous-représentation et du déficit de représentation que l'on constate dans le rapport. À la recommandation 10, la Commission recommande que les organismes publics visés par ce rapport dispensent à l'intention des membres de la haute direction, responsables des ressources humaines, donc les cadres et autres employés, une formation continue, obligatoire sur l'éducation aux droits et libertés, ainsi que les mécanismes de lutte contre le racisme et la discrimination systémique en emploi. Et cette formation devrait contenir ou aborder, par exemple, les enjeux dans leur contexte socio-historique et sous leurs aspects systémiques et intersectionnels. Et ça m'apparaît vraiment fondamental. D'aborder ces enjeux-là sous l'angle intersectionnel permet de mieux comprendre les obstacles vécus en fonction des différents motifs de discrimination interdits par la charte. Par exemple, si nous sommes femmes, s'il y a une femme qui est en emploi, mais en plus elle est d'une minorité visible, vous comprendrez que les obstacles se multiplient en fonction aussi de ces motifs de discrimination qui sont interdits par la charte. C'est-à-dire, une personne peut se retrouver dans une situation où elle vit une double et parfois une triple discrimination. Donc, il faut quand même apporter une attention particulière à la multiplication des discriminations que peuvent vivre une personne dans une situation. Et cela nous apparaît vraiment fondamental pour appréhender ces phénomènes dans toute leur subtilité et dans toute leur particularité et leur complexité, bien entendu. Absolument. C'est très clair. Dans les exemples que vous m'avez donnés, j'ai compris que le mot racisme systémique revient carrément lorsqu'on sait que le gouvernement Legault, jusqu'à maintenant, n'accepte pas qu'il y a de racisme systémique. Est-ce qu'on n'est pas en train de prêcher avec ces recommandations pour notre chapelle? C'est-à-dire, la Commission a reconnu clairement, il y a 2 ans, la notion même du racisme systémique, avait toujours reconnu la notion de la discrimination systémique. Nous avons rendu un cadre de réflexion justement qui porte sur la question de la notion du racisme systémique en le contextualisant dans son contexte socio-historique. Alors, aborder la question sous l'angle systémique permet non seulement de pérenniser les actions au sein même des organismes assujettis à la loi, donc on s'assure de pérenniser les actions et donner d'aborder les enjeux dans toute leur complexité et aller à la source des discriminations et aller à la source même et les fondements même du racisme. C'est ça l'angle systémique et c'est ça l'angle du racisme systémique. Et c'est ce que la Commission préconise. Mais c'est ça le problème, Madame Pierre. Les recommandations, c'est les politiques qui vont les adopter et dans les institutions aussi. Mais si les hauts placés dans la politique n'admettent pas qu'il y a du racisme systémique, est-ce qu'on ne risque pas de voir ces recommandations rester dans le tiroir? Il y a plusieurs recommandations qui sont faites et je pense aussi de plus en plus, de par les organismes, je parle bien des organismes qui sont assujettis à la loi, les municipalités par exemple, prenons Montréal par exemple, Montréal reconnaît très bien le racisme systémique. Dans le rapport de l'OCPM qui a été rendu public il y a 2 ans, la ville de Montréal par exemple, je donne cet exemple-là, reconnaît le racisme systémique. Donc de plus en plus, je vous dirais, les organisations reconnaissent le caractère systémique du racisme. Donc, du point de vue de la Commission, c'est une recommandation qui est faite et c'est d'aborder ces enjeux sous l'angle systémique de manière à pérenniser, de manière à donner une cohérence aussi à l'action, à l'action même des organismes qui sont assujettis à la loi
et surtout d'appliquer de manière optimale la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, qui par ailleurs est une obligation légale pour les organismes. Définitivement. Ben, vraiment, pour clore l'entrevue, Madame Pierre, c'est quoi votre attente? À quoi vous vous attendez après de telles recommandations et toutes les données que vous avez sur ce problème-là? Ben, on s'attend à ce que les organismes mettent en place les recommandations qui sont formulées dans le rapport, que ces organismes non seulement prennent acte, mais agissent. Et c'est pour cette raison aussi que on invite dans ce rapport la haute direction de ces organismes à exercer un leadership prépondérant pour justement qu'il y ait des changements, qu'il y ait une transformation organisationnelle et de manière à ce que tous les corps d'emploi, c'est-à-dire tous les corps d'emploi, du plus bas au plus haut échelon, soient représentatifs de la diversité sociétale. Et nous avons pour cela plusieurs recommandations qui vont dans ce sens. Et je terminerai aussi, dans ce rapport, il y a un élément important, c'est qu'on précise, par exemple, on entend parler beaucoup de l'approche de l'EDI, c'est-à-dire l'approche fondée sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous, ce qu'on dit, c'est que cette approche-là, elle a ses limites. Il n'y a pas d'obligation légale, il n'y a pas de mesures contraignantes, et l'approche fondée sur l'EDI ne peut d'aucune manière remplacer l'application de la loi sur l'accès à l'égalité qui est une obligation légale. Ça, c'est clair. Alors voilà, c'est ça, mais on sent qu'il y a quand même cette tendance. L'EDI peut être attrayant pour certains organismes parce que justement, il n'y a pas de mesures contraignantes, il n'y a pas de cible, alors que la loi, elle est spécifique. Il y a quand même des obligations de résultats, non seulement d'implantation, et de mettre en place des mesures pour corriger les discriminations envers les groupes historiquement discriminés, mais il y a une obligation légale qui est associée. C'est clair. Voilà. Madame Pierre, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. À très bientôt. Merci à vous de même. À très bientôt. Allez, merci pour cette entrevue. Au revoir.